Retour sur le plateau d'Actu Matin. Je suis avec Monsieur Roland Ribour. Il est le président du Conseil des investisseurs privés du Bénin. Avec lui, nous irons au cœur des enjeux économiques autour du thème Vision 2060 à la FIA. Quel engagement concret des investisseurs privés, rôle, responsabilité, attente du secteur privé face à cette vision justement qui a été lancée par le chef de l'État. Monsieur Roland Ribour, bonjour. Bonjour. La vision 2060 à la FIA vient d'être officiellement lancée par le chef de l'État. En tant que président du Conseil des investisseurs privés au Bénin, quelle est votre première appréciation de cette vision? Vous avez le document en main, je crois. Oui, j'ai le document, oui. Donc, j'ai effectivement assisté à ce lancement qui était assez impressionnant dans cette magnifique salle, le dôme du Sofitel. Alors d'abord, je voudrais faire une petite remarque. Donc, Vision 2060, j'ai un collaborateur qui malheureusement est décédé depuis, qui disait « Mais c'est quoi ça, 2060 ?» Ça, c'est anglo-saxon. Et c'est vrai. Les Américains, les Anglais vont dire « 2060 ». Lorsque le président de la République a parlé, il a parlé de la vision 2060. Il n'a jamais dit 2060. 2060. Donc, je lui rends hommage pour ça. C'est un super français. C'est la bonne façon de le dire. C'est ça. Bon, maintenant, sur le document lui-même, c'est bien parce que c'est un document de moyen terme. Vous savez, le court terme, c'est 7 ans. Après, quand on dépasse 7 ans, on est dans le long terme. Donc là, on est dans le long terme. Et on a fait un travail, enfin je veux dire un ensemble d'autorités, on fait un travail pour arriver à dire quel serait notre chemin, qu'est-ce qu'on pourrait être. Donc ça c'est une bonne chose, bien sûr. Est-ce que ce sera possible? Je ne dis pas par rapport à nous-mêmes, mais par rapport à l'environnement qui est en train de changer. Les BRICS. Monsieur Trump, quelqu'un d'autre à la place, etc. Ça. Si vous voulez donc, mais c'est bien, il faut vraiment avoir une boussole, et ça c'est la boussole que nous devons utiliser pour aller de l'avant. D'accord. Alors pour vous qui observez l'environnement économique au Bénin depuis plusieurs années, selon vous, qu'est-ce qui distingue la vision 2060 justement à la FIA des précédents cadres stratégiques de développement que le Bénin a connus par le passé? Écoutez, il y en a eu plusieurs vraiment. Celui qui porte le nom à la FIA aussi, c'était 2025. Et franchement, on n'en parlait plus beaucoup. Il faut bien le reconnaître. Et les commentaires que j'ai eus des gens qui ont travaillé sur cette vision-là, c'est dire finalement, il ne s'est rien passé. Le Bénin de 2025 ressemble quand même furieusement au Bénin de l'an 2000, n'était-ce que le chef de l'État a fait 2 PAG successifs qui ont donné une petite boussole à court terme sur l'événement. Donc je pense qu'il y a quand même une différence par le fait que justement il y a désormais un PAG et je suis persuadé que la nouvelle équipe, le nouveau président, lui aussi ne pourra pas ne pas avoir un nouveau PAG. Et ça, donc, c'est un document très intéressant pour pouvoir justement rédiger un PAG en se disant on va rester en cette épure, qu'est-ce qui est important. Déjà, tout a été cité, puisque si vous avez vu le document, il est très complet, il comprend tous les aspects, intérieur, économique, financier, international, etc. Donc il y a tout. Et je pense que c'est un bon moyen pour pouvoir rédiger des PAG qui seront dans cette idée. Alors, la vision met l'accent sur la prospérité, la stabilité et le bien-être des populations. Quel secteur économique clé les investisseurs privés considèrent-ils comme prioritaire pour atteindre les objectifs? Je pourrais vous parler peut-être d'un certain secteur qui est prioritaire, mais la première chose, c'est comme je l'ai dit, c'est du long terme. Dans le long terme, c'est plus tellement le quantitatif, l'argent, financement, etc. Ce qui compte, c'est le qualitatif. Et le qualitatif, ce sont les êtres humains, c'est-à-dire les Béninois. Et donc, moi, je vais plutôt dire qu'en tant que secteur privé, si je veux avoir une vision à long terme, ce qui va m'intéresser, c'est justement ce capital humain. Alors, le capital humain,
Il y a une première chose, c'est que, probablement vous le savez, 50% d'analphabètes dans notre pays. Donc pour moi, c'est quelque chose qui doit être corrigé très vite. Analphabète, c'est quoi? C'est des gens qui sont déjà adultes, pour la plupart. Hein. Bon, il y a des méthodes. Les Cubains ont une méthode, Yo Si Puedo, qui s'attaque à ça et qui a très bien marché dans certains pays, qui a une version francophone. Donc moi, je pense que la première chose à faire, c'est de faire en sorte que notre pays soit à 100% lettré. Que tout le monde puisse lire et écrire, que n'importe qui, dans n'importe quel village, puisse prendre un mode d'emploi par exemple, les semences, quand les semer, de l'engrais, quand les pendre, et à ce moment-là, puisse le faire. Donc c'est indispensable. Ça, à mon avis, c'est une des tâches fondamentales du nouveau président. La Côte d'Ivoire a encore 46% d'analphabètes. Si dans 7 ans, nous arrivons à avoir éradiqué l'analphabétisme, nous serons une splendeur. Il faut le dire franchement. Ça, c'est un. Le deuxième point, c'est la malnutrition infantile. Un tiers des enfants, pendant les 1000 premiers jours, c'est de ça qu'on parle, hein, sont malnutris. Et ça va les suivre toute leur vie. Quoi qu'on fasse, même si on leur assure le repas le plus équilibré possible quand ils vont à l'école, quand ils sont scolaires, c'est trop tard. Ils n'ont pas eu ce qu'il fallait. Donc, et ça, c'est aussi un phénomène. Pourquoi j'ai pris la Côte d'Ivoire? Parce qu'en principe, c'est un pays le plus gros un peu de la zone francophone, une espèce de modèle. Donc, c'est intéressant à regarder. Eux aussi sont dans des problèmes colossaux. Donc, là aussi, pour moi, c'est quelque chose à résoudre. Il faut que l'État donne la main aux communautés, donne la main aux communes, aux villages, pour que partout on puisse faire en sorte que, probablement avec des associations de femmes, qu'il y ait des jardins, des petits jardins communaux, des jardins villageois, des jardins ruraux, comme vous voudrez, et que là on cultive ce qu'il faut cultiver, spiruline, qu'on lève des poissons, des poules pour un œuf par jour pour chaque femme, chaque enfant, etc. De façon à ce que ce problème soit éradiqué aussi. Qu'on arrive, qu'on ressorte dans la sous-région comme étant un pays où la malnutrition infantile n'existe pas. Et c'est possible, parce que les gens mangent eux-mêmes la pâte et vendent sur les marchés tous les aliments qui seraient nutritifs pour leurs femmes, leurs enfants. Donc il faut trouver un juste milieu. On comprend très bien que les gens sont dans le besoin, mais on sacrifie le long terme pour le court terme. Ça, c'est le deuxième. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut encore faire? Bien sûr, il faut s'attaquer à la maladie. Je pense que là aussi, il faut aller également dans les grassroots, comme on dit en anglais, que ce soit les gens eux-mêmes dans les villages, dans les communautés et autres, qui puissent s'occuper d'un ensemble de gens qui n'ont pas les moyens. Donc ça, c'est un élément aussi à régler. Enfin, et c'est peut-être le plus important, maintenant j'y arrive, le fondamental, c'est la question du mental. Alors le mental, ce document qui est remarquable, hein, en parle. Alors un endroit, problème majeur, structure sociétale fondamentale. Érosion notable de l'identité culturelle menaçant la préservation des valeurs et des traditions. Une dégradation progressive des repères normatifs et des valeurs qui fondent la cohésion sociale. Affaiblissement du lien de confiance entre les citoyens, accompagné d'une montée d'individualisme. Donc, quand vous lisez ça, donc ça a bien été identifié. Quelle est la solution? La solution, elle est simple. C'est éducation civique et morale à haute dose, à partir du primaire, une demi-heure par jour, pour que les enfants aient un mental différent. Parce qu'effectivement, on parle bien d'individualisme, on parle d'érosion, c'est clair. Les réseaux sociaux, c'est tellement facile. Nos compatriotes sont en relation avec le monde entier. Les Béninois de l'extérieur, qui peut-être sont contaminés par les modes de pensée, les modes de pensée en Europe, qui sont des modes de pensée défaitistes, qui ne sont pas du tout dans nos valeurs. Il faut absolument que nos enfants retrouvent
ce qu'il y avait il y a 1 ou 2 générations, avec le sentiment qu'ils jouent un rôle dans la société, qu'ils doivent contribuer, qu'ils ont des devoirs, qu'ils doivent être loyaux, etc. Si vous voulez. Si ça c'est réussi, on est déjà sur la très bonne voie. Après, et peut-être pour finir, il y a le problème de l'enseignement. Alors, l'enseignement général, pour l'instant, trop souvent, l'université d'Abomey-Calavi forme des gens en quantité qui pour le plupart ne trouvent pas un travail et finissent des midjans. Donc il faut complètement changer ce système pour arriver idéalement à ce que, comme en Suisse ou en Allemagne, qui sont des pays qui ont bien réussi du point de vue industriel en Europe, qu'il y ait une éducation duale où beaucoup d'enfants vont se retrouver à apprendre des choses techniques, quitte ensuite à avoir des passerelles pour retourner dans l'enseignement général, mais enfin qu'ils puissent acquérir rapidement toutes les méthodes nécessaires pour pouvoir contribuer, gagner leur vie eux-mêmes, parce qu'ils seront des électriciens, des informaticiens, des frigoristes, enfin, etc., mais bien formés, et non pas des rigolos qui vont vous changer une pièce neuve contre une pièce usagée, etc., si vous voulez. Donc, si vous avez tout ça, tout est prêt pour que cette vision d'un monde de splendeur soit une réalité. Soit une réalité, parce que les gens qui, par exemple, si on commence le programme aujourd'hui, en 2060, ils auront 40 ans. Ça veut dire que toute la génération la plus productive sera déjà formée, et mentalement, et techniquement, je dirais. Donc voilà, pour moi, c'est ça qui est fondamental. C'est la base, si vous voulez. C'est la base. Et quel rôle le Conseil des investisseurs privés au Bénin entend-il jouer dans la mise en œuvre de cette très bien, vision justement, 2060 justement, nous, notre intention, c'est de faire des propositions en ce sens. Donc, c'est peut-être très prétentieux, mais enfin, on aura des propositions dans le nouveau PAG. Le nouveau PAG comprendra beaucoup de choses, la culture, etc. Mais nous, dans nos domaines, c'est-à-dire agriculture, industrie, et puis aussi tout l'aspect socio-économique dont je vous ai parlé, c'est notre domaine. Donc, parce que si nous n'avons pas des gens loyaux, formés, désireux de progresser, et pas simplement de venir avec leur intérêt dans l'entreprise, comme on dit, si vous voulez, la réussite est assurée. Et ce Bénin 2060 sera effectivement un monde de splendeur où on ressortira par rapport à toute la sous-région. On sera une exception dans la sous-région. Et si cette vision en partie repose sur l'investissement privé, est-ce que vous pensez que les réformes actuelles offrent suffisamment de garanties d'attractivité pour mobiliser durablement les capitaux privés? Écoutez, là encore, puisqu'on est dans le long terme, c'est une question de mental. Vous voyez, regardez la Chine. Pendant un certain temps, la Chine, c'était Mao Tse-tung, tout part du sommet, etc. Le résultat, la misère totale, des famines épouvantables, des millions de morts parce que l'État disait qu'il fallait aller là, alors qu'en réalité, il aurait fallu aller là. Et ensuite, Deng Xiaoping est arrivé et il a dit « enrichissez-vous ». Écoutez, moi je pense que c'est un peu ça. C'est-à-dire, bon, en majorité, bien sûr, ce sont des fonctionnaires qui ont rédigé ce document. On ne va pas le leur reprocher. Mais la réalité des faits, c'est que les présidents de la République successifs, pendant ces 35 ans, vont devoir dire aux gens « enrichissez-vous, enrichissez-vous, et on va vous donner les moyens de le faire ». C'est-à-dire qu'on va vous donner un peu de liberté pour que vous puissiez monter votre entreprise. Bon, des choses très intéressantes ont été faites déjà, hein. On peut créer une société très rapidement, on peut, etc. Mais enfin, il faut aller beaucoup plus loin, de faire en sorte que les gens aient vraiment la possibilité de s'épanouir dans le travail et dans leur entreprise. Et ça, pour ça, il faut que l'État soit raisonnable. Il ne peut pas tout gérer. Bon, après, par exemple, là, on dit, oui, équilibre entre les régions, etc. Oui, d'accord, mais enfin... Très bien, mais il faut qu'à la base, les gens soient libres d'investir et de réussir. Alors, quelle place cette vision accorde selon vous aux PME, aux entrepreneurs locaux, souvent considérés aussi comme socle d'un tissu économique national? Écoutez, est-ce que ça va être création des grandes entreprises, voilà. Non, vous avez raison. C'est effectivement le socle, puisque
ceux qui créent les emplois. Ceux qui créent les emplois en réalité, puisque quand vous êtes une grosse entreprise avec une usine, vous rajoutez un département ou bien une nouvelle machine, vous embauchez 5 personnes, 10 personnes, 15 personnes et vous avez dépensé 500 millions, 1 milliard. Par contre, une petite entreprise, elle va peut-être investir 1 million de CFA et embaucher 3 personnes. Donc c'est clair que ce sont les petites entreprises qui vont former, comme vous dites, le socle. Et il faut vraiment que l'État les pouponne, les fasse en sorte qu'elles puissent se développer correctement. Et bon, il y a une mesure qui a été prise récemment là, qui fait que le Trésor a décidé de donner 70% des factures que l'État doit. Il faut aller plus loin. Il faut faire en sorte que l'État paye à bonne date ses dettes aux entreprises parce que ça leur permettra de prospérer. Elles n'auront pas à payer des taux d'intérêt importants aux banques. Elles pourront consacrer toute leur énergie et leur argent au réinvestissement, à accroître leur production. Allez, on va finir avec une dernière question. Est-ce que vous avez des inquiétudes à exprimer, notamment sur l'idée de cette vision quand je prends par exemple l'aspect politique, puisque 2060, c'est beaucoup d'années, nous aurons plusieurs cycles de régime, voilà, avec les questions d'instabilité que nous connaissons un peu partout, mais aussi même à l'échelle internationale. Vous avez évoqué le cas de Trump, beaucoup de mouvements, AES et puis tout ça. Est-ce que vous avez des inquiétudes ? Écoutez, le bon aspect, c'est que des habitudes sûrement être prises en 10 ans. Par exemple, le péage. Le péage, je ne pense pas qu'un gouvernement, un président de la République qui arrive va se dispenser d'en avoir un. Donc en fait, nous aurons une boussole et il va sûrement s'appuyer là-dessus. Espérons qu'il s'appuie aussi sur nous, par exemple, chambre de commerce, patronat, pour avoir des retours, pour faire du dialogue public-privé. Par exemple, ce qui me paraît très important, c'est que dans chaque secteur, il y a un dialogue régulier entre l'État et le secteur privé pour dire quels sont vos besoins, comment faire pour que vous puissiez gagner la compétition, lutter contre la concurrence, etc. Je pense que ça, c'est important. Donc, fondamentalement, je ne suis pas inquiet. Je pense que notre système est bien stable, que nous aurons des présidents de la République successifs, puisqu'on parle de 5 septennats, donc qui seront certainement d'un bon niveau, puisque finalement nous avons quand même un groupe, un foyer de gens très compétents qui peuvent très bien arriver, mais le problème c'est leur mental. Il faut que ces gens soient dans cette optique enrichissez-vous, et non pas dans l'optique je sais tout, c'est moi qui vais dire comment on va faire le développement. Le développement va être fait par des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de décisions qui seront prises et qui feront que ça va réussir, ça va monter. Donc je suis raisonnablement optimiste. Je vais quand même revenir à votre première question au point de vue économique. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Je vais quand même en dire une qui n'est pas vraiment évoquée, je pense, dans le document, c'est l'énergie nucléaire. Je pense que sur les 35 ans, peut-être je ne suis plus de ce monde à ce moment-là, mais on verra certainement au Bénin une ou deux mini-centrales. Et peut-être si on peut s'entendre avec les Chinois, vous savez, ils ont une nouvelle méthode, c'est celle de thorium. Et peut-être vont-ils implanter ici quelque part, pour toute la sous-région, une grande usine, une grande centrale nucléaire au thorium. Et dans ce cas-là, nous pourrions avoir une énergie abondante, sûre et pas trop chère. Ça, parce qu'effectivement, c'est l'énergie qui, à la base, mis à part tout le reste, l'aspect entrepreneurial, la compétence des employés, etc., c'est le coût de l'énergie qui en partie décide de la réussite ou de l'échec d'une économie. Merci à vous, Monsieur Roland Ribou. À l'occasion du lancement de la vision 2060, dans les différents discours, il y a quelques préoccupations qui sont revenues
dans le discours du chef de l'État, il dit ceci, quand en 2060 le Bénin indépendant aura 100 ans, quel pays serait-il devenu? Quelle qualité de vie offrirait-il à ses filles et fils, tant en termes d'infrastructures, de formation que d'accès confortable aux services de base? Comment serait-il perçu dans le concert des nations? Je pense que pour répondre à ces questions, il faut commencer par travailler maintenant. Tout à fait. Et laisser un peu les discours, non? Tout à fait, absolument. Merci à vous. C'est moi. Vous êtes le président du du Conseil des investisseurs privés du Bénin. Merci de votre disponibilité.